Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Nous parlons cette fois-ci du taux d'emploi en nous posant la question: peut-on parvenir au plein emploi? Alors on le sait, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre en France en 2027, on a encore un petit peu de temps, un taux de chômage de 5%, ce qui est la définition à peu près du plein emploi. Derrière cet objectif, il y a évidemment de nombreuses questions, on est là pour en parler. Certaines politiques engagées peuvent augmenter le taux d'emploi, mais aussi de manière transitoire le chômage. Cette articulation n'est pas toujours évidente. Quels sont les segments de la population qui connaissent un taux d'emploi faible et quelles politiques sont adaptées les concernant? Quelles leçons peut-on tirer des expériences étrangères? Quelle politique semble avoir été couronnée de succès également chez nos voisins en termes d'augmentation du taux d'emploi de population ciblée? Ce sont toutes ces questions que nous allons nous poser ensemble avec les 4 intervenants autour de la table cet après-midi. Stéphane Carcillo, qui est chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Gilles Berset, professeur à Neoma Business School. Alexandra Roulet, qui est professeur d'économie à l'INSEAD. Et Jean-Luc Tavernier, qui est toujours directeur général de l'INSEE depuis ce matin. Ça n'a pas changé. Je crois pas. Gilbert, alors on va commencer avec vous. Vous partez du constat. Moi, je vous pose une question sur la France et vous allez peut-être pouvoir éventuellement élargir. Ah oui. Vous partez du constat que la France est un pays pauvre, et c'est votre expression, comparé à d'autres pays, du fait d'un taux d'emploi trop bas, notamment cristallisé sur 3 populations. Vous allez nous expliquer ça, Gilbert. Merci. Bonjour à tous. Voilà, le beau graphique qui vous est présenté ici vous présente les niveaux de produit intérieur brut par habitant comparés au niveau américain. Donc 0, c'est les États-Unis. Quand le losange noir est en dessous, d'ailleurs il est en dessous pour tous les pays, ça veut dire que le produit intérieur brut par habitant est inférieur au niveau des États-Unis. S'il était au-dessus, ça serait supérieur. Vous voyez que la France, c'est le premier bâton, est à 33% en dessous des États-Unis. Le losange noir est à moins 33%. On est un pays pauvre comparé aux États-Unis. Par habitant, donc le PIB y est inférieur de 33% au niveau américain. Et puis les différentes zones de couleur font une décomposition comptable totalement standard des différents facteurs qui expliquent cet écart entre le nombre d'heures travaillées par travailleur, le taux d'emploi, la démographie, le fait d'avoir plus ou moins d'enfants. Et puis les 2 zones en vert, c'est la productivité du travail qui est décomposée en productivité globale des facteurs ou bien capital deepening. Et le capital deepening, c'est l'intensité en capital de chaque poste de travail. Donc je ne vais pas commenter l'écart par rapport aux États-Unis, parce que la cible est un peu géographiquement et économiquement éloignée, mais plutôt l'écart par rapport à d'autres références européennes. Et comme j'aime bien les Pays-Bas, je vais comparer par rapport aux Pays-Bas. Donc si vous comparez le positionnement des 2 losanges noirs, la France et les Pays-Bas, vous voyez que par rapport aux Pays-Bas, le produit intérieur brut est inférieur d'environ 22%. Nous avons un produit intérieur brut inférieur au produit intérieur brut par habitant néerlandais de 22%. Et l'écart par rapport aux Pays-Bas a des raisons qui sont tout à fait louables. Par exemple, l'écart qui est expliqué par le facteur démographie, le taux de natalité est supérieur en France, ce qui plombe un petit peu, il y a plus d'enfants, ce qui plombe un petit peu le taux d'emploi, mais il est principalement lié à la zone orange, ici, et la zone orange, ça correspond au taux d'emploi, employment rate. Donc vous voyez qu'on a un PIB par habitant plus bas que les Pays-Bas, de 22%, c'est pas rien, 22%. On est pauvre par rapport à ce pays-là, à cause d'un taux d'emploi nettement plus faible, c'est le premier facteur explicatif, nettement plus faible que le taux d'emploi néerlandais. Et quand l'écart serait moindre, mais les causes seraient à peu près comparables si on se compare à l'Allemagne ou si on se compare aux pays nordiques et scandinaves. Et ici, par exemple, le Danemark, le pays adoré d'Alexandra. Et alors, quand on essaye de voir sur quelle catégorie de la population se cristallise cet écart de taux d'emploi, eh bien, on voit que cet écart, donc voilà l'écart en taux d'emploi, la barre rouge c'est la France, et vous voyez qu'une multitude de pays de l'OCDE est au-dessus de la France en termes de taux d'emploi, on est assez bas.
Et quand on essaie de caractériser quelles populations sont concernées par cet écart de taux d'emploi, on voit que l'écart, il est principalement cristallisé sur 3 populations, les peu qualifiés, les jeunes et les seniors. Alors pour les peu qualifiés, vous avez ce graphe qui vous donne les variations du taux d'emploi pour les personnes âgées de 20 à 64 ans qui sont sans diplôme ou avec le plus faible niveau de diplôme. La France est en rouge et les Pays-Bas sont en orange. Vous voyez un écart quand même abyssal en termes de taux d'emploi quand on se compare aux Pays-Bas. Et derrière ce constat, il y a la mobilisation qui a été faite sur les années récentes pour essayer de monter ça avec les réformes de la formation professionnelle, les réformes d'indemnisation chômage, les réformes du RSA. Pour l'instant, pour certaines de ces réformes, évidemment, la distance, le recul est trop faible pour en apprécier encore complètement la réussite. Du côté des jeunes, bâton rouge toujours pour la France, vous voyez qu'il y a de très nombreux pays de l'OCDE dans lesquels le taux d'emploi est très largement, dont les Pays-Bas, qui sont le pays dans lequel le taux d'emploi des jeunes est le plus grand et le plus important. Il y a de très nombreux pays ici dans lesquels le taux d'emploi des jeunes est très largement supérieur à celui de la France. Et là aussi, des réformes en cours sont en cours pour corriger ça, que ce soit celle de l'apprentissage, des lycées professionnels, etc. Et puis, du côté des seniors, la population âgée de 55 à 64 ans, l'écart est également très très important, l'écart de taux d'emploi. Et bien sûr, cette population, elle est concernée par des réformes, dont une réforme qui a été engagée, décidée en avril 2023, la réforme des retraites, et puis la réforme évidemment de l'indemnisation chômage. Et quand on va un petit peu plus loin du côté des seniors, on voit que l'écart, c'est pas sur les 60 ans, 55-59 ans plus exactement, c'est plutôt sur la population âgée de 60 à 64 ans, où là, on est très faible en termes de taux d'emploi. Et c'est évidemment la population cible de la réforme récente décidée des retraites. Et quand on va un petit peu plus loin, d'ailleurs, pour la population âgée de 65 à 69 ans, l'écart là est complètement abyssal avec de très nombreux pays. Donc pour résumer mon intervention en quelques mots, la France, comparée à de très nombreux pays, dont les Pays-Bas, des pays qui sont assez proches de nous, est un pays assez pauvre, un écart de 22 points, de 22% de PIB par habitant, c'est quand même pas négligeable. Et cet écart, c'est pas un écart de productivité du travail, c'est un écart de taux d'emploi sur les populations peu qualifiées, jeunes et seniors. Et on reviendra ensuite, un petit peu plus tard dans cet échange, sur les conséquences que cela peut avoir pour notre pays. Alors, merci Gilbert. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux, je me tourne vers Jean-Luc Tavernier, parce que je sais, Jean-Luc, que vous voulez challenger un peu cette notion d'emploi et notamment ses objectifs. Oui, parce que, Marie, tu as parlé dans ton introduction à la fois de taux de chômage et de taux d'emploi. En disant le plein emploi, c'est 5% de taux de chômage. Gilbert nous a parlé davantage de taux d'emploi. Donc je voudrais remettre ça un peu recontextualiser un peu tout ça, et puis vous dire ce qui est vraiment, ce qui sont les aspirations des gens, et ce qu'on doit aussi améliorer au nom de l'intérêt général, ce qui est deux choses absolument différentes. Alors pour ça, on a un outil assez puissant, c'est l'enquête emploi. C'est la même enquête dans tous les pays européens et la plupart des pays industrialisés. On interroge 100 000 personnes à l'INSEE chaque trimestre. Et le principal enseignement, c'est le taux de chômage. Okay, mais il y a d'autres indicateurs sur lesquels je vais venir. Donc le taux de chômage, on sait, c'est un gros 7%, on doit être à 7,3%. On est au plus bas qu'on a connu depuis les années 80. Les minima, c'est 1982, 2008, entre 7 et 7,3%. Et aujourd'hui, entre 7 et 7,3%. Donc difficile de faire moins. On pourrait se dire on a fait l'essentiel du boulot, d'autant que, et moi j'insiste toujours là-dessus, lorsque on interroge les gens, dès qu'on est en dessous de 8% de taux de chômage, me semble-t-il,
la préoccupation du chômage, de l'emploi, dégringole dans les préférences. Et on n'en parle plus. C'est le pouvoir d'achat, c'est des tas de choses, de la sécurité, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il faut regarder tous les sondages. Le chômage, l'emploi, même l'emploi de ses enfants, arrive en 7e, 8e position, alors que lorsqu'on avait des taux de chômage supérieurs à 10%, c'était la première préoccupation. Et donc, pour être provoquant, on pourrait se dire, le plein emploi, on y est, puisque ce n'est plus le premier sujet. Alors, bon, 7% de taux de chômage, c'est quand même 2,3 millions de personnes qui, aujourd'hui, respectent les critères de chômage internationaux, chômage au sens du BIT, c'est-à-dire personnes qui souhaitent travailler, qui ne sont pas en emploi, qui recherchent activement un emploi et qui, si d'aventure un emploi se présente, sont disponibles dans les 15 jours pour le prendre. C'est ça les critères. Alors, on peut descendre à 5% et se rapprocher des meilleures performances. 7, ça reste élevé à l'aune des comparaisons internationales. Mais je pense que ce n'est pas le seul problème qu'on a. Si on s'intéresse uniquement aux aspirations des personnes, il y a tous ceux qui ne respectent pas strictement ces 3 critères, chômeur au sens du BIT, mais qui néanmoins veulent travailler. Alors soit ils ne respectent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles en fait pour travailler parce qu'ils ont un problème de manque de véhicules pour aller sur un lieu de travail, ils ont un aidant dont il faut s'occuper, une garde d'enfants, etc., etc. Ce qu'on appelle les freins périphériques. C'est quand même 1,9 million de personnes dans l'enquête emploi, donc c'est moins que le chômage, mais c'est quand même un nombre important. 1,9 million de personnes qui souhaiteraient travailler, mais ne respectent pas les critères au sens du BIT. Et on voit que là, c'est assez difficile parce qu'il faut attaquer donc, ce qu'on appelle les freins périphériques de l'emploi. C'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est la transformation de France Travail, c'est de travailler avec les départements, les communes sur ces questions de mobilité, de disponible, de garde d'enfants, etc., etc. Mais là, on voit qu'on est encore, si on réduit alors, et si les gens qui veulent travailler, on leur donne la capacité d'être disponibles pour travailler, évidemment, on améliore leur bien-être et on se rapproche de leurs aspirations. Il y a une autre catégorie qu'on voit dans l'enquête emploi, ce sont les personnes qui sont à temps partiel et qui souhaitent travailler davantage. Alors, faisons attention, tous les salariés qui sont en temps partiel ne subissent pas le temps partiel, certains l'ont choisi. Mais il y a quand même, je dirais, je n'ai pas refait le chiffre exact, mais on doit être autour d'1 million de personnes qui sont dans ce qu'on appelle, nous, le sous-emploi, c'est-à-dire des personnes qui sont à temps partiel, mais qui souhaiteraient travailler davantage. Et là, ça renvoie à la manière dont on pratique les activités dans le nettoyage, la grande distribution, etc., notamment. Bon. Si on améliore tout ça, et on sait qu'on ira dans la bonne direction et qu'on se rapprochera des aspirations individuelles de tout le monde. On n'aura pas pour autant réglé le problème de Gilbert, qui est d'une autre nature, qui est de dire par rapport aux autres pays, nos règles, notamment en matière de retraite, ou nos pratiques en matière de cumul emploi-études et de comportement des jeunes dans les études vis-à-vis du travail, sont assez différentes des autres pays. On a des singularités qui sont des taux d'emploi très, très faibles pour les populations jeunes et pour les populations âgées, et qui peuvent appeler, pour se rapprocher des autres pays, à une réforme des retraites, à un prolongement de la vie active. Mais alors on le fait moins, ce que je veux insister là-dessus, c'est qu'on le fait moins à ce moment-là pour dire qu'on se rapproche des aspirations individuelles, mais pour des raisons d'intérêt collectif, qui est d'améliorer le gâteau global, d'être plus riche globalement, et ce faisant, on en parlera tout à l'heure, de pouvoir davantage financer notre modèle social. Donc je voudrais quand même juste mettre le débat sur qu'est-ce qu'on doit appeler plein emploi. On voit bien qu'on a plusieurs indicateurs. Il y en a qui répondent où c'est win-win, l'intérêt collectif et l'intérêt individuel sont les mêmes. Il y en a, et typiquement la durée de la vie active et l'âge de départ à la retraite, où les aspirations individuelles et les besoins collectifs peuvent être en conflit. Alors, merci Jean-Luc. Le taux d'emploi, il est très corrélé dans nos sociétés à la notion d'incitation. Et là, Stéphane Quercio, je me tourne vers vous. On en est où du côté des incitations à créer des emplois et à accepter des emplois ? Alors, juste avant de parler des incitations, je voudrais juste donner un élément de cadrage. C'est que si on veut atteindre 5% de taux de chômage, c'est environ 1 million d'emplois qu'il faut en plus, grosso modo. Un petit peu moins, mais enfin bon, avec les effets
flexion, environ 1 million d'emplois. Ça, c'est le taux de chômage. Mais le plein emploi, comme l'a dit Gilbert, c'est aussi une autre notion, c'est vraiment le taux d'emploi, c'est-à-dire la part des personnes qui sont en emploi. Et là, par exemple, si on voulait atteindre le taux d'emploi de l'Allemagne, par exemple, qui est à, je crois, 77%, alors qu'on est à 68%, il faudrait 3 fois plus d'emplois. Il faudrait plutôt 3 millions. 3 à 4 millions d'emplois supplémentaires. Donc évidemment, là, on voit que pour arriver à faire ça, il faut aligner les incitations. C'est-à-dire qu'il faut que tant du côté des ménages que du côté des entreprises, on ait des incitations qui soient tournées vers la création et l'acceptation des emplois. Je vais dire juste après que les incitations, ça ne suffit pas, comme vient de le dire Jean-Luc, à cause des freins périphériques. Mais il faut quand même que les incitations soient alignées. Alors, ces incitations sont des incitations qui sont financières, monétaires. Du côté des employeurs, objectivement, quand on regarde tous les efforts qui sont faits depuis une vingtaine d'années sur la question du coût du travail et l'abaissement du coût du travail, je pense qu'on a fait le plein. On est même probablement allé un peu trop loin. C'est le sujet en ce moment du débat sur l'enveloppe des allègements. Là, quand je travaillais à Bercy, il y a un grand nombre d'années, les allègements, ça coûtait 20 milliards. Je me suis retourné, bon, j'ai un peu vieilli depuis, mais je me suis retourné et on est passé à 75. Je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des couches et des couches et des couches et des couches qui coûtent maintenant effectivement très très cher pour la finance publique. Alors c'est une manière de financer autrement la protection sociale en la basant sur un financement par l'impôt qui est une base plus large, donc c'est un peu moins négatif sur le coût du travail évidemment, mais c'est un effort énorme pour le budget de l'État et ça finit par poser un problème quand le budget de l'État lui-même est déficitaire et génère de la dette. Donc là je pense qu'on est allé probablement un peu trop loin et notamment je ne suis pas sûr que toutes ces dépenses d'incitation des employeurs pour créer des emplois créent des emplois parce que certaines sont ciblées à des niveaux de salaire pour lesquels il n'y a pas de chômage. Notamment aujourd'hui, les allègements ils vont jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Ça inclut environ 80 à 85% de la population salariée. On sait qu'au-delà de 2 fois le SMIC, il y a pratiquement plus de chômage durable. C'est du chômage frictionnel, c'est des chômages ce sont des personnes qui restent au chômage relativement peu longtemps pour la grande majorité d'entre elles. Et donc, abaisser le coût du travail ne va pas avoir un effet absolument majeur. Donc, du côté des entreprises, on a probablement fait le plein. Du côté des salariés, on a aussi fait beaucoup de réformes. Alors, on a réformé, je passe des aspects financiers à nouveau. La réforme des retraites, les réformes des retraites, c'est une incitation financière très forte à poursuivre son activité, puisque quand on part plus tôt, finalement, on a une retraite plus basse à cause des décotes et des modes de calcul de la pension. Donc, c'est un élément vraiment extrêmement essentiel. Et d'ailleurs, c'est le facteur numéro 1 de la hausse tendancielle du taux d'emploi des seniors, en France comme à l'étranger. On le voit très très bien. Même si, une fois encore, ça ne suffit pas, parce que là encore, pour que tous les seniors se maintiennent en emploi dans les quelques années qui suivent une réforme de la retraite, il faut lever un certain nombre de freins aussi qui ne dépendent pas que de leur seule volonté. Hein. Il y a pas mal de seniors qui quand même, n'arrivent pas à se maintenir en emploi à la suite d'une réforme des retraites. Mais il n'y a pas que les seniors. Pour les personnes qui sont au chômage, on a fait une des grandes réformes, je pense, des 5 dernières années sur le marché du travail, c'est la réforme de l'assurance chômage. La France étant caractérisée par une durée d'indemnisation potentielle très longue et surtout une très forte rapidité d'acquisition de ses droits. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir travaillé très peu de temps pour arriver à la durée maximale. Par exemple, aux Pays-Bas, la durée maximale de l'indemnisation, elle est aussi de 2 ans. Sauf que pour arriver à 2 ans d'indemnisation, il faut avoir travaillé 36 ans. En France, il fallait avoir travaillé 2 ans pour avoir droit à 2 ans. Alors ça a été changé par la réforme de l'assurance chômage qui dit oui, on va conserver un niveau de protection important. On va peut-être pas aller jusqu'à 2 ans parce que l'économie va plutôt, le taux de chômage est plutôt bas. On va passer à 18 mois, mais il va falloir travailler quand même un peu plus pour accéder à ce niveau. Et donc on a changé aussi le taux de transformation. On a abaissé un peu le plafond. Ça va vraiment clairement dans le bon sens. Même si moi je suis partisan, mais on en parlera avec Alexandra, d'aller peut-être encore d'être un peu plus je dirais d'aller un peu plus loin dans ce domaine, au sens où quand l'économie va bien,
et crée beaucoup d'emplois, on peut passer à une durée d'indemnisation du chômage entre 12 et 15 mois, sans problème, alors qu'on devrait réserver 18 à 24 mois d'indemnisation lorsque l'économie va mal, parce que là, il n'y a pas beaucoup de coûts comportementaux, comme on dit, à indemniser très bien parce qu'il y a moins d'emplois. Donc en fait, l'assurance chômage freine moins le retour à l'emploi parce qu'il y en a moins, il y a moins d'opportunités. Alors que lorsque l'économie va bien et qu'il y a un taux de chômage dans lequel on a un marché du travail dans lequel on a beaucoup de tensions de recrutement, on se dit, bah là, attendez, on va quand même, on peut quand même appuyer un peu plus fort sur les incitations au retour à l'emploi, sachant qu'on a des évaluations extraordinaires qui montrent que les personnes au chômage cherchent dans les 3 derniers mois, les 3 à 4 derniers mois de la période d'indemnisation. Et donc, quand on raccourcit cette période potentielle d'indemnisation, on accélère la période de recherche intensive et les gens sortent plus vite. Donc là-dessus, je pense qu'on doit pouvoir aussi poursuivre le travail sur les aspects financiers, à mon sens. Alors après, je pense qu'il faut vraiment parler des aspects non financiers parce que c'est une limite à la stratégie des incitations. Mais on en parlera peut-être plus. On en parlera juste après. Parce que exactement, je suis sûre que Alexandra, on ne peut pas parler quantité d'emploi sans parler de son prix. Pour poursuivre ce que dit Stéphane. Oui, alors merci Marie. Je vais juste rebondir brièvement sur ce que viennent de dire Gilbert, Jean-Luc et Stéphane. Beaucoup a été dit. Peut-être 3 rebonds. Alors le premier, c'est sur ce que disait Jean-Luc. Jean-Luc Tavernier disait à juste titre, quand on baisse le chômage, ou quand on essaye de réduire le sous-emploi, ou quand on essaye de réduire le halo du chômage, on poursuit des objectifs qui sont relativement consensuels. Quand en revanche on essaye d'augmenter le taux d'emploi, on poursuit un objectif qui peut être, comme ce qu'essaye de faire par exemple la réforme des retraites, on poursuit un objectif qui peut être plus difficile à comprendre parce que le but c'est d'augmenter la richesse collective, le PIB, en ayant en gros plus d'heures travaillées dans le pays, mais ce n'est pas forcément ce que souhaitent les individus concernés. Et donc je voudrais juste, je le répète parce que je pense que c'est un point important et je voudrais juste l'approfondir en disant que même quand on baisse le taux de chômage, on peut rentrer dans ce genre de difficultés. C'est-à-dire que par exemple, donc Stéphane Carcio faisait référence aux réformes de l'assurance chômage qui ont été mises en place. Il y a donc eu 2 réformes qui ont été décidées et mises en place, et puis une 3e réforme qui finalement a été enterrée. Et donc quand on fait une réforme de l'assurance chômage, évidemment, on cherche à augmenter les incitations à reprendre un emploi, mais là aussi, il peut y avoir des effets non désirés. Par exemple, si on va trop loin, on peut craindre que les gens soient forcés d'accepter des emplois de moins bonne qualité, de prendre le premier emploi venu qui n'est pas forcément le bon emploi pour eux. La littérature économique sur le sujet laisse à penser que finalement ce genre d'effets ne sont pas trop présents. Mais il y a un deuxième effet qui peut être négatif, qui est les effets pauvreté. On peut, on augmente les incitations des gens à retrouver un emploi, mais il y a des gens pour qui, malgré le renforcement de ces incitations, ils ne retrouvent pas un emploi. Et donc, par exemple, le raccourcissement de la durée signifie essentiellement de tomber en fin de droit plus tôt. Et donc, la raison pour laquelle je mentionne ces effets, c'est pour bien faire comprendre que les choses sont souvent pas simples, il y a souvent des arbitrages. Et donc, par exemple, de mon point de vue, et c'était le débat qu'évoquait un tout petit peu Stéphane et auquel sûrement il répondra par la suite, les 2 premières réformes de l'assurance chômage qui ont été décidées et mises en place renforçaient les incitations sans créer trop d'effets négatifs parce qu'on partait d'une situation très généreuse. C'est vrai que la 3e réforme qui a finalement été enterrée, j'étais pour ma part favorable à l'enterrer parce que justement, je pensais que on risquait d'aller trop loin. C'est-à-dire qu'on risquait de rentrer dans une situation où le renforcement des incitations commençait à produire des effets négatifs, par exemple des effets pauvreté. Mais tout ça, c'est important pour comprendre que quand on parle du plein emploi, il faut bien voir que toutes les politiques qui visent au plein emploi, comme n'importe quelle politique publique, il y a des arbitrages sous-jacents. Et donc, c'est ces arbitrages qu'il faut comprendre et sur lesquels les uns les autres peuvent avoir des avis différents et pondérer les différents côtés de l'arbitrage différemment. Et donc, il y a notamment 2 autres remarques que je voudrais faire, qui est que quand on poursuit cet objectif de plein emploi, il y a 2 choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Le premier, c'est la qualité de l'emploi. Le plein emploi, très bien, mais à quel coût? C'est-à-dire pour n'importe quel emploi ou
conserver des emplois de qualité. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais qu'il y a un panel qui est, je crois, dans les GECO dédié à cette question. Ceux qui sont intéressés par cette problématique, je renvoie au très bon rapport de Olivier Blanchard et Jean Tirole, qui a un chapitre dédié sur le sujet, où ils expliquent quelque chose d'assez intéressant, qui est de dire le fait qu'un pays ait des emplois de qualité, ça a tout un tas d'externalités positives. Parce que les gens sont plus heureux, les gens vont avoir moins d'anxiété, de ressentiment, ça peut même avoir des conséquences politiques, de moindre vote pour les extrêmes, etc. Et donc ces externalités positives justifient, à leurs yeux, que l'État subventionne les emplois de qualité. Donc par exemple, ils ont des recommandations qui sont de l'ordre de conditionner les allègements ou les aides aux entreprises aux emplois de qualité. Alors après, au fait que les entreprises produit suffisamment d'emplois de qualité. Donc ce qui devient très compliqué, c'est d'opérationnaliser ce genre de concept. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je le mentionne juste comme quelque chose à garder en tête quand on réfléchit au plein emploi. Le deuxième point, et je vais répondre à ta question Marie, c'est sur la question des salaires, et notamment des trappes à bas salaire. Donc le plein emploi, oui, se rapprocher du plein emploi, oui, mais attention à ce que ça ne soit pas au prix de trappes à bas salaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme l'a mentionné Stéphane, dans les 20 dernières années, donc très récemment, le gros des réformes a porté plutôt sur le côté offre de travail. Donc réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, ça vise plutôt les salariés, l'offre de travail, c'est-à-dire les employés ou ceux qui sont en recherche d'emploi. Tandis que dans les 2 décennies précédentes, une grosse partie des politiques de l'emploi, c'était sur le côté demande de travail, c'est-à-dire sur les employeurs, et c'était grosso modo des allègements de charges pour réduire le coût du travail et que les employeurs soient plus incités à embaucher. Et donc on est allé très loin, peut-être trop loin, comme le disait Stéphane Carcillo dans cette logique. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la logique a été de se dire, quand on allège le coût du travail, l'emploi qui réagit le plus au coût, c'est l'emploi peu qualifié. Et c'est exactement ce que disait Stéphane Carcillo, c'est-à-dire qu'en bas de la distribution des salaires, si ça devient moins cher, on embauche plus. Si on a vraiment envie de quelqu'un de très qualifié, on va l'embaucher, on va être un peu moins sensible à son coût. Donc les allègements de charges se sont concentrés dans le bas de la distribution, grosso modo au SMIC. Au SMIC, il n'y a presque plus de charges, tandis qu'après, ça augmente très graduellement. Et donc le problème de ça, c'est que ça a créé des trappes à bas salaire. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les trappes à bas salaire, ça fait que ça rend les augmentations, et notamment, donc, qui dit augmentation, c'est pas juste pouvoir d'achat, c'est aussi promotion, progression dans la carrière, assez moins enviable, moins susceptible de se produire, parce que c'est très coûteux pour les employeurs d'augmenter quelqu'un qui est au SMIC, parce qu'il sort des allègements de charges, des dispositifs d'allègement de charges maximales. Et il y a tout un tas d'autres problèmes aussi côté salarié, où on entre dans l'impôt sur le revenu, on perd de la prime d'activité, etc. Donc il y a j'en profite pour souligner donc l'excellent rapport d'Antoine Bozio et Étienne Vasmer sur le sujet, qui fait une proposition qui est assez intéressante, qui est de dire, qui est un petit peu différente d'ailleurs de celle qu'a formulée Stéphane Carcillo, c'est-à-dire que Stéphane disait finalement on est allé trop loin, et notamment dans le haut de la distribution. Donc peut-être que dans le haut de la distribution, à 3,5 SMIC, on pourrait réduire les allègements de charges qui sont là. Le rapport Bozio-Vasmer fait un point un peu différent, qui est de dire, oui, mais là-bas, si on réduit les allègements de charges là, certes, il n'y aura pas forcément d'effet négatif sur l'emploi, mais on risque de pénaliser des secteurs très spécifiques, notamment l'industrie, etc., qui sont consommateurs de salariés payés dans ces niveaux de rémunération. Ça va avoir des effets négatifs sur la compétitivité. Donc ça n'a peut-être pas de problème sur l'emploi, mais ça a d'autres problèmes sur les exportations, la compétitivité, etc. Donc eux, ils disent, ce qu'on peut faire, c'est plutôt essayer de réduire les allègements de charges au niveau du SMIC, contre toute attente. Ça peut paraître un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on vient de se dire, que c'est là que le travail normalement réagit le plus, mais de se dire on est peut-être allé trop loin au niveau du SMIC. Et si on les réduit là, on les réinjecte juste au-dessus du SMIC. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de transférer du haut de la distribution vers le bas, on fait un transfert au sein du bas de la distribution, du SMIC vers un peu au-dessus du SMIC, pour inciter à ce que les personnes puissent sortir des trappes à bas salaire, pour inciter les augmentations, les rendre moins coûteuses. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait pas, au lieu de faire des secteurs perdants, des secteurs gagnants, des entreprises perdantes, des entreprises gagnantes, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, les entreprises qui ont des gens au SMIC ont aussi un peu des gens juste au-dessus du SMIC. Donc ils perdent, ils gagnent, donc au final, c'est neutre. Tandis que si vous faites des transferts d'un bout de la distribution à l'autre, vous allez faire clairement des entreprises gagnantes, clairement des secteurs, et clairement des entreprises et des secteurs perdants. Donc c'est une idée assez maligne que le gouvernement a décidé de suivre. Je pense que c'est une bonne chose pour se rapprocher du plein emploi tout en évitant les trappes à bas salaire.
à cela s'est ajoutée la petite subtilité dans le budget actuel qui est discuté, que le gouvernement a décidé pour en profiter pour faire aussi des économies. Donc là, je suis plus réservée sur cette deuxième disposition, parce que finalement, l'idée du rapport Bozio-Wasmer, c'est de reprofiler les allègements de charges, c'est pas forcément de les réduire. Et donc même si Stéphane Carcillo avait raison de dire que maintenant ils sont devenus obèses, ces allègements de charges sur le budget de l'État, donc clairement ça pose des problèmes structurels de financement de la protection sociale. Faire comme ça des petites réductions d'allègements de charges sans repenser tout le système, il faut quand même rester réservé. Je pense qu'il fallait peut-être mieux reprofiler sans nécessairement les réduire. Merci Alexandra. Alors, du coup, Stéphane, je me retourne vers vous parce que je vous ai coupé sur les freins non financiers qui existent à la fois du côté des entreprises et des salariés. Oui, je pense que c'est important effectivement d'avoir les bonnes incitations, mais si on a des freins à la création d'emplois qui n'ont rien à voir avec les incitations ou des freins à la reprise d'emploi qui n'ont rien à voir avec les aspects monétaires, les aspects financiers, ça ne va pas tellement marcher. Et donc, un des premiers freins auxquels on pense, c'est évidemment les compétences. Les entreprises aujourd'hui, pour une bonne part dans les difficultés d'embauche, évoquent le manque de main-d'œuvre compétente, c'est-à-dire avec les compétences dont ils ont besoin, parce qu'ils ont des gros besoins d'adaptation aux nouvelles technologies, à la digitalisation, des gros besoins dans la mise en œuvre de technologies vertes, de gros besoins de renouvellement de la main-d'œuvre. Et quand les personnes partent à la retraite, en général, les personnes qui les remplacent n'ont pas les mêmes jobs. Sont pas les mêmes. Ça se passe. C'est pas un vase communicant. Hein, quand les salariés âgés partent, en général, leurs emplois disparaissent avec eux. Et ce sont de nouveaux emplois qui sont créés avec de nouvelles compétences. Donc, il y a des forts besoins de compétences. Et je pense que de ce point de vue, alors là, la France aussi a fait des réformes très importantes en matière de formation, je pense, ces dernières années, avec la réforme de la formation professionnelle, la création du compte individuel de formation, du compte personnel de formation. C'est assez unique, je pense, dans le monde avec une telle ampleur, et ça a été un vrai succès pour essayer de créer une culture de la formation. Parce que le problème, c'est que quand on regarde des enquêtes internationales, la France forme moins au cours de la vie que les autres pays. Elle forme moins que la Norvège, ça on pouvait s'y attendre, mais alors elle forme moins aussi que les États-Unis. Alors ça, franchement, c'est quelque chose que j'avais toujours du mal à voir. En fait, l'entreprise américaine, non seulement investit plus dans les technologies, dans ses machines, mais elle investit plus aussi, et ça va avec, dans la formation de ses salariés. Et je pense que ce déficit de formation, toute la vie, il se ressent à un moment donné quand les gens tombent au chômage. Ils n'ont pas eu de formation depuis des années, ça pose des gros problèmes de reclassement. Donc la formation, c'est un élément vraiment central. C'est aussi un élément extrêmement important pour les réformes des retraites. C'est difficile de prolonger la durée de la vie active si on n'a pas eu de formation depuis qu'on a 40 ans et qu'on en a 55. Donc je pense que c'est vraiment un élément qui est très important. Évidemment, il y a des freins qui sont aussi des freins très différents. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter à cause des conditions de travail. Donc on parlait de la qualité de l'emploi. Je pense que la qualité de l'emploi, c'est un élément vraiment important à prendre en compte. Il y a des emplois qui sont difficiles parce que les horaires sont complètement décalés, parce qu'on travaille sur des plages horaires très longues, où on fait du travail de nuit, ou bien on doit se déplacer beaucoup, ou on doit travailler très loin, etc., etc. Donc des conditions de travail qui sont finalement soit pas résolues, soit pas complètement compensées financièrement. Parce que parfois on peut dire, bah voilà, le salaire est très élevé parce que les conditions sont compliquées. Il y a des secteurs dans lesquels les salaires sont bas et les conditions sont compliquées. Et donc travailler sur ces freins aussi, sur la qualité de l'emploi, c'est vraiment un élément important dont les partenaires sociaux doivent se saisir. Alors, il y a eu des améliorations avec les tensions post-Covid dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie, la restauration. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais là, un problème, c'est que améliorer les conditions de travail, c'est bien, mais ça ne se fait pas comme ça en l'air tout seul. On rejoint le problème de la productivité. C'est-à-dire que pour améliorer les conditions de travail, il faut aussi que les emplois soient productifs.
les emplois en question, parce que sinon il n'y a pas de grain à moudre. Il faut qu'il y ait du grain à moudre, il faut qu'on puisse à un moment donné se dire, bon ben voilà, on a gagné en productivité, on va améliorer la condition de travail, on va réduire un peu les heures, etc. Donc ça rejoint exactement la barrière de la productivité. Et puis pour les personnes qui sont au chômage, ou les inactifs, ou les personnes qui sont dans le halo du chômage, la question c'est aussi beaucoup, Jean-Luc l'a abordé, la question de ces freins périphériques au retour à l'emploi. C'est évidemment les questions de garde d'enfants pour les parents, et notamment les parents isolés. C'est la question de la mobilité et du logement. On n'en parle pas suffisamment, mais alors le logement, c'est vraiment un énorme frein, notamment parce que dans les zones où on recherche beaucoup de main-d'œuvre, les loyers sont hyper chers, voire il n'y a pas de logement disponible. Évidemment, ça fait qu'il y a des tensions qu'on n'arrive pas à résoudre entre des zones où il y a beaucoup de gens qui voudraient bien travailler et des zones où il y a beaucoup d'entreprises qui sont disponibles pour offrir des emplois, mais il n'y a pas de logement. Le problème du logement, c'est un problème très très important. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la campagne américaine récemment, ce n'est pas un problème qu'en France, c'est un problème dans beaucoup de pays développés de l'OCDE. Le coût du logement est devenu un vrai sujet, et pour beaucoup de jeunes notamment, mais aussi de personnes qui voudraient déménager, c'est devenu quasiment impossible. Et il y a et donc alors pour régler ces problèmes-là, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a des problèmes structurels. Le logement, ça ne se règle pas uniquement par France Travail. Malheureusement, c'est un problème plus large. Mais pour les problèmes, par exemple, de garde d'enfants ou de mobilité, là, on peut travailler mieux. Et c'était l'objectif de la réforme qui a eu lieu, c'était cette année. France Travail l'a mise en œuvre. C'était préparé l'année dernière, mais c'était cette année. C'était plutôt que d'avoir des administrations qui travaillent en silo, c'est-à-dire toutes seules, Pôle emploi d'un côté, les services sociaux de la mairie de l'autre, les CAF de l'autre, etc., etc. Eh bien, on essaie de mettre toutes ces personnes à travailler ensemble avec des bases de données qu'elles peuvent partager. Et les bases de données, en fait, c'est hyper important, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire avoir accès à l'information ou pour pouvoir aller saisir les aides là où elles sont. C'est vraiment très très important. Et donc il y a des pays qui ont fait ça dans le passé, ça a très très bien marché, en particulier pour les personnes qui étaient les plus éloignées de l'emploi, parce que c'est eux qui bénéficient vraiment de cette mise en réseau des différents services pour lever les freins à l'emploi. Je pense à la Norvège par exemple, qui l'a fait une dizaine d'années, et ça a très très bien marché pour les personnes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir, sur la question de la formation. La formation, malgré tous les efforts qui ont été faits, je parlais du compte personnel de formation qui a été un succès, c'est très 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 difficile d'atteindre les personnes qui ont le plus besoin des formations. Très dur. Les personnes qui ont le plus besoin de formation, ce sont des personnes qui n'ont pas de diplôme ou des personnes qui n'ont pas eu de formation depuis très longtemps. Et ces personnes, elles sont très souvent dans des TPE-PME, qui ont des problèmes d'organisation du travail. C'est difficile de leur faire sortir un salarié 5 heures par semaine, voire de les rendre absents pendant un mois pour suivre une formation. Donc il y a plein de freins dans l'accès à la formation, à la fois des freins organisationnels et aussi parfois des freins de compréhension de l'intérêt de la formation. Les PME, TPE, très souvent, ne comprennent pas vraiment ce qu'elles pourraient tirer d'une formation, et les salariés en question ne comprennent pas vers quoi ça pourrait les mener, quels pourraient être les gains, tout simplement parce que dans l'entreprise dans laquelle ils sont, il y a très peu de perspectives de carrière. Et donc, il y a tout un travail à faire autour de l'organisation des carrières, le conseil des salariés en question des carrières, le conseil des entreprises dans l'adoption, l'investissement, mais aussi l'investissement dans les salariés et dans la formation, pour pouvoir booster cet accès de la formation. Les gouvernements précédents ont mis des dizaines de milliards sur la table pour augmenter la formation. C'était le plan d'investissement en compétences. Ça a augmenté le nombre de formations, mais ça n'a pas changé les proportions entre qualifiés et non qualifiés. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à véritablement mieux cibler et mieux atteindre les peu qualifiés avec cet argent supplémentaire. Donc ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de méthode. Et il faut vraiment réfléchir à ces freins non périphériques pour booster l'emploi. Et je pense qu'à fur et à mesure que le taux de chômage descend, si on parvient à descendre en dessous de 7%, plus ces freins non monétaires à l'accès à l'emploi vont devenir importants. Alors, Jean-Luc, Stéphane évoquait rapidement la question de la productivité, c'est un sujet dont on parlait ce matin. En France, on a beaucoup amélioré la situation de l'emploi au détriment de la productivité. C'est un peu inéluctable, ou est-ce qu'on peut concilier les deux ?
Oui, il a raison de parler de ça, Stéphane, parce que c'est un peu le nœud gordien de l'affaire. Hein. Alexandra nous a parlé un peu de l'histoire des politiques publiques en matière d'emploi, mais je vais y revenir brièvement. Si vous revenez 30 ans en arrière, vous aviez à la fois un niveau du SMIC chargé, avec les cotisations sociales très élevées, et qui, au regard de la qualification de beaucoup de gens, était dirimant, et donc il y avait une vraie barrière de coût du travail en bas. Et il y avait également un problème de beaucoup de situations où en fait on pouvait ne pas avoir intérêt à travailler et à sortir d'une activité pour prendre un emploi. Deux maladies vraiment importantes du système. Et alors ces deux pathologies-là, elles ont été guéries, mais j'insiste, elles ont été guéries à coût d'argent public. Donc on n'a pas baissé le niveau du SMIC au regard du salaire moyen. Le niveau du SMIC, évidemment, pour les gens qui le touchent, il est trop bas, mais si on regarde en comparaison internationale par rapport au salaire moyen, au salaire médian, il est plutôt assez haut et on a une distribution des salaires qui pose d'autres problèmes d'ailleurs de s'élever dans la gamme des salaires au fil de la vie. Bon. Donc on n'a pas touché le niveau du SMIC, on a mis des allègements de charges et Stéphane en rappelait le coût très très important aujourd'hui. Et puis du côté des incitations à travailler, on n'a pas un système de droits et devoirs du côté de l'assurance chômage qui dit on n'est jamais arrivé en fait à mettre en œuvre une réforme qui serait de dire une fois qu'on a qualifié 3 offres d'emploi qui sont acceptables pour vous, si vous les refusez, on vous réduit les voilà. Donc on est dans du pis-aller qui est d'une part d'avoir fait des dispositifs comme aujourd'hui la prime d'activité, à nouveau de l'argent public, 10 milliards. Et puis faute de pouvoir vraiment se reposer sur ce système de droits et devoirs du côté de l'assurance chômage, du service public de l'emploi, on en vient à ce qui est un peu à seconde baisse, je trouve, Stéphane, de dire des réformes paramétriques où le système d'assurance chômage, il va dépendre de la situation de température et de pression et de la météo et de est-ce qu'on est dans une situation favorable ou pas sur l'emploi. Il y a des pays au nord de l'Europe qui sont généreux mais exigeants. Et dans ces cas-là, on ne se pose pas la question. On a le même degré de solvabilisation de l'assurance chômage. Simplement, si ça va bien, vous avez des offres qui vous sont proposées. Si vous les refusez à un moment donné, voilà. Ça, on n'a jamais su le mettre en œuvre. Et donc, on a tout réglé à coût d'argent public. Et alors, nous, vraiment, la situation dans laquelle on est, où on en est réduit, parce qu'Alexandra regrette, à trouver quelques milliards d'euros d'économies sur les allègements de charges. Et c'est vrai que ce n'est pas souhaitable, mais voilà, c'est les contraintes budgétaires. Et puis, on a la même question sur la prime à l'activité. Voilà. Donc, il y a effectivement une solution qui est la qualification, voilà, la productivité, parce que là, on sort par le haut de tout. Ce qu'on a fait a réduit le chômage peu qualifié, mais a coûté beaucoup d'argent et a eu l'effet un peu pervers de ne pas encourager forcément à améliorer les qualifications et d'avoir, pour revenir à... Je reviens à ta question quand même, Marie. Merci. Et d'avoir un peu des effets secondaires sur la productivité. On en a parlé ce matin, parce qu'il y a eu un panel sur la question de la productivité. L'enrichissement de la croissance en emploi, le revers de la médaille, c'est moins de productivité. Et donc, certes, on a plus d'emplois, on a un taux d'emploi qui est maximal, depuis qu'on le mesure à l'INSEE, mais ça s'est fait beaucoup en ayant moins de productivité. Et donc, pour la taille du gâteau, et pour les arguments que Gilbert présentait en introduction de financement de la richesse nationale et du modèle social, on n'a pas le rendement plein. Donc la vraie difficulté, c'est d'arriver à conjuguer, comment on fait des politiques où on consolide ce qu'on a fait, où on ne s'éloigne pas de cet objectif de plein emploi, mais qui se coûtent un peu moins cher, et puis qui conduisent aussi, qui donnent des bonnes incitations à qualifier. Voilà, très clairement. Et c'est pas facile. Si c'était facile, je vous assure qu'on aurait réglé le problème. Alors moi, du coup, je vais poser la question qui est très facile pour moi à poser, avec une réponse qui est très difficile pour Alexandra. C'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux sur le sujet ces dernières années pour s'en sortir mieux sur ces questions de taux d'emploi. Alors je reconnais que c'est très facile pour moi de poser la question. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Je pense que les réformes qui ont été menées, grosso modo, elles me semblaient nécessaires. Ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est évidemment sur le front de l'acceptabilité de ces réformes. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que d'un point de vue lien social, pays, etc., c'est important que les réformes soient acceptées. Mais même d'un pur point de vue pragmatique, le problème quand elles ne sont pas acceptées, c'est qu'on a le risque qu'elles soient abrogées. C'est-à-dire qu'après, on a des résultats électoraux avec des partis qui souhaitent revenir en arrière. Donc ça, c'est un peu le scénario vraiment à éviter. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire
pour améliorer l'acceptabilité de ces réformes. Je pense que il y a peut-être une erreur qui a été faite, c'est qu'une partie des réformes dans les années très très récentes, je parle des réformes depuis essentiellement depuis l'élection du président Macron, donne l'impression qu'une grosse partie du problème du chômage et du plein emploi vient du côté offre de travail. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Une grosse partie des réformes récentes ont porté sur l'assurance chômage, sur la réforme des retraites, qui demandaient des efforts aux salariés ou aux demandeurs d'emploi, mais côté offre de travail. Alors qu'une partie du sujet, si on prend par exemple la question de l'emploi des seniors, on sait que le problème n'est pas seulement un problème d'offre de travail, mais aussi un problème de demande de travail. C'est-à-dire les employeurs ont moins envie d'avoir des salariés seniors. Et ce n'est pas forcément un problème qui est facile à traiter, parce que certaines mesures passées qui visaient par exemple à punir les licenciements, enfin pénaliser financièrement les licenciements de personnes âgées, avaient eu des effets pervers qui en fait réduisaient les embauches des dites personnes âgées. Donc je ne dis pas qu'il y a nécessairement des remèdes faciles, mais il en existe. Par exemple, on peut avoir dans le système d'assurance chômage, quand les entreprises payent des cotisations, on a actuellement un système de bonus-malus en fonction du taux de séparation des entreprises. Ce bonus-malus pourrait être pondéré selon le coût effectif des licenciements faits par l'entreprise au système d'assurance chômage. Et donc, quand on licencie un senior, c'est plus coûteux pour le système d'assurance chômage parce que généralement, il est payé plus longtemps, il va rester au chômage plus longtemps. Donc, c'est une façon un peu indirecte, sans avoir directement des critères d'âge, de désinciter les entreprises à se séparer de leurs seniors. C'est difficile à mettre en œuvre, mais il y a très peu qui a été essayé pour aborder le côté demande de travail. Et donc, je pense que ça donnait une mauvaise impression, une mauvaise diagnostic, que tout portait côté offre, alors que, en fait, le sujet est un peu plus balancé. Sur la réforme des retraites en particulier, qui a évidemment été la plus difficile, j'étais bien placée à l'époque, je travaillais au cabinet de la Première ministre du Président de la République pour voir que ça a été très difficile. Donc je serais mal placée pour critiquer. Je pense qu'une des options, on a eu beaucoup de discussions avec Gilles Berset à ce sujet à ce moment-là, une des options qui, moi, me paraissait faire sens aurait pu être d'avoir un décalage de l'âge légal de la retraite qui se serait arrêté à l'horizon de la fin du mandat présidentiel, donc c'est-à-dire 2027, ce qui aurait fait un décalage de l'âge de la retraite de l'ordre de 63 ou 63 ans et demi, parce que comme vous savez, cet âge légal de la retraite, la réforme le décale, mais ça monte en charge progressivement jusqu'en 2030, donc l'âge légal de la retraite ne sera à 64 ans qu'en 2030, et donc une option aurait été d'être plus modéré, en gros de mettre le curseur un petit peu plus bas dans le paramétrage de ces réformes. Je sais qu'autour de cette table, certains sont en franc désaccord avec cette vision, et on a eu beaucoup de discussions avec le sujet. Donc c'est difficile de savoir exactement comment on aurait pu mieux faire, mais je pense que donner l'impression, et c'est un peu ce qui se passe avec le budget actuel, qui est discuté avec l'idée que voilà, il y a un effort à faire sur les finances publiques et il faut que cet effort soit partagé. C'est vrai que tout ce qui peut donner l'impression que différentes parties de la population contribuent à l'effort, c'est important. Donc dans la réforme des retraites, par exemple, les salariés devraient contribuer, les retraités étaient épargnés. Voilà, ça a pu nourrir aussi des sentiments d'injustice, et c'est ça qu'il aurait peut-être fallu traiter un peu différemment. Alors justement sur cette question de finances publiques, et on va un peu boucler avec ce qu'on disait en introduction Gilbert, ce plein emploi, il réglerait justement une bonne partie de la question de nos finances publiques et du financement de notre modèle social. Tout ça, ça se trouverait dans l'amélioration du taux d'emploi. Oui, absolument, mais je voudrais d'abord réagir à trois petits points qui ont été évoqués. Quand même, du côté des exonérations de cotisations sociales, la baisse au niveau du SMIC, bon, on peut en parler, est-ce le bon moment? Sur les 4 dernières années, 2021-2024, 9 augmentations du SMIC. 9 augmentations du SMIC et une augmentation totale cumulée de 17%. Et une accumulation de salariés au SMIC absolument considérable. Est-ce que c'est le bon moment pour augmenter leurs coûts au-delà de ces 17%? Peut-être pas, sachant qu'en termes relatifs, ces 17% pèsent lourd, parce que les autres salaires n'ont pas augmenté de 17%. Voilà, une question d'opportunité, et à mon sens, le moment est peut-être particulièrement mal choisi. Sur les questions de mobilité, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Stéphane. On voit la marque de ce manque de mobilité, que ce soit professionnel, géographique. Par exemple, géographique, quand on regarde les taux de chômage par bassin d'emploi en France, et qu'on compare
une carte des taux de chômage par bassin d'emploi aujourd'hui et une carte des taux de chômage par bassin d'emploi il y a 20 ou 25 ans. Ce qu'on voit, c'est que les bassins d'emploi qui ont un taux de chômage relatif élevé sont à peu près les mêmes qu'il y a 25 ans. Pareil pour les bassins d'emploi qui ont un taux de chômage faible. Mais en 25 ans, il n'y a quasiment pas de mobilité physique de l'offre de travail. Il y a des obstacles, logement, transport, etc., tout ce qu'on peut, permis de conduire, d'ailleurs pour certains qui ont milité pour un permis de conduire plus jeune, comme aux États-Unis. Il y a des obstacles à la mobilité de l'offre de travail qui sont un facteur de rigidité, en tout cas qui élève le taux de chômage incompressible. C'est un point qui paraît important de souligner, et toujours dans l'action de politique économique, il faut toujours se méfier des bonnes, mauvaises idées. Prendre un exemple qui a eu un certain succès en 2023, beaucoup de gens disent « les temps partiels courts condamnent des femmes, souvent, à une pauvreté laborieuse. Et donc, il faudrait imposer un temps de travail minimal pour les temps partiels. Et il a été décidé, d'ailleurs, c'était le résultat d'un accord national interprofessionnel entre les partenaires sociaux. Il a été décidé en 2013 de mettre un plancher, avec des dérogations possibles, mais un plancher à 24 heures pour le temps partiel. Eh bien, les études ex post qui ont pu être faites là-dessus, il y a une chercheuse du CREST qui avait montré ça d'une façon remarquable, c'est que ça s'est retourné complètement contre les femmes. Ça s'est retourné complètement contre les femmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entreprises ont réduit leurs emplois à temps partiel courts, et donc ont réduit l'emploi féminin pour comment dirais-je, pour leur substituer des emplois à temps plein donc plus longs, et qui ont principalement bénéficié à des hommes. Et donc il y a eu, en termes de gender gap, il y a eu un accroissement en quelque sorte des inégalités plutôt qu'une réduction des inégalités. Donc il faut être très très méfiant sur les fausses bonnes idées en ce domaine. Alors pour répondre à la question... Oui, ma question. Pour répondre à la question sur les finances publiques, oui, évidemment. Imaginons que d'un coup de baguette magique, par exemple, la France puisse bénéficier du taux d'emploi des Pays-Bas. On passerait de 68%, je prends les chiffres de 2022, 68% de taux d'emploi pour la population de 15-64 ans, à 82%, c'est le niveau des Pays-Bas. Ça correspondrait à une augmentation de l'emploi de 20%. Donc là, on n'est plus à 3 millions de créations d'emplois, 20% sur 30 millions d'emplois, on est à 6 millions. 6 millions de créations d'emplois. Imaginons ça, d'un coup de baguette magique. Évidemment, c'est des évolutions qui peuvent être conçues sur le long terme. Et prenons une hypothèse très prudente, qui est que ces emplois, ces nouveaux emplois, sont moitié moins productifs que les emplois déjà existants. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait plus de temps partiel, parce qu'il y aurait des gens peu qualifiés, etc. 20% d'emplois en plus, ça ferait 10% de PIB en plus, en supposant une productivité 2 fois plus faible. Mais 10% de produit intérieur brut en plus, avec un produit intérieur brut qu'on va arrondir à 3 000 milliards et un taux de prélèvement obligatoire à 45,3%, ça fait 140 milliards par an en plus de recettes publiques. 140 milliards par an en plus. Vous imaginez ce que c'est ? C'est l'équivalent réuni des 2 principaux budgets de l'État, budget de l'éducation nationale et budget de la défense nationale. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument colossal. Avec ça, on peut financer des réformes structurelles ambitieuses dans l'éducation nationale, de notre système de santé, envisager aussi une contribution au désendettement de l'État, financer la transition climatique. Enfin, c'est beaucoup de ressources. Donc la réponse à nos problèmes, à nos difficultés de finances publiques, passe en bonne partie par là. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que les pays du sud de l'Europe, qui ont des grosses difficultés de finances publiques, sont également des pays dans lesquels les taux d'emploi moyens sont dramatiquement bas sur des segments différents. Par exemple, dans certains pays, c'est l'emploi des femmes. Sur d'autres pays, ce sera l'emploi, comme je l'ai dit, des jeunes, des seniors. L'augmentation des taux d'emploi apportera une réponse à nos difficultés. Simplement, cette augmentation du taux d'emploi, à l'échelle que je viens d'évoquer, ne peut se concevoir qu'à un terme relativement long. Et donc, dans l'intervalle, il faut envisager d'autres moyens pour résoudre nos difficultés de finances publiques.
Jean-Luc, sur les calculs. Oui, je vois suis un peu ambivalent sur ces genres de calculs d'économie fiction, parce que d'un côté, ils sont salutaires pour montrer quel est l'enjeu, et je pense que c'est ça que veut faire Gilbert, et de dire effectivement, et ce que je disais au début, allonger la durée de la vie active, avoir un taux d'emploi supérieur pour les seniors, c'est un enjeu collectif pour effectivement financer davantage le modèle social. Et donc c'est vraiment important pour le montrer. Mais en même temps, c'est vraiment de l'économie fiction. C'est-à-dire, je ne sais pas combien coûte la baguette magique de Gilbert. Si elle est gratuite, c'est très bien. Mais le fait est que jusqu'à présent, l'augmentation des taux d'emploi, que ce soit côté demande de travail ou côté offre de travail, ça s'est fait beaucoup à coup de mécanismes publics. Et donc l'étape suivante, je ne sais pas ce qu'elle est pour... Alors certes, si, il y a la mesure discrétionnaire, et c'est la difficulté qu'on a. La mesure discrétionnaire de dire vous allez travailler plus longtemps. Bon, ça effectivement ça marche, ça coûte pas, mais politiquement ça passe pas. Et le reste ça coûte. Voilà. Donc c'est hélas la baguette magique, elle est encore à trouver. Alors vous nous envoyez beaucoup de questions de votre côté. Alors pardon par avance parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. J'essaye de les regrouper par thème. Quelle a été la transition qui a été mal gérée pour que la France s'appauvrisse ? Ça, c'est une vaste question, alors qu'il va falloir qu'on vous réponde en 3 minutes. Je sais pas, je peux peut-être répondre, et Gilbert va compléter sur ce sujet-là, mais je pense que la question de la quotité de travail, c'est vraiment absolument essentiel pour comprendre l'appauvrissement de la France. C'est qu'à un moment donné, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de personnes en emploi et le nombre d'heures travaillées. Et à un moment donné, dans les années, je pense, 80, on a commencé vraiment à baisser cette quotité de travail, à la fois sous la montée du chômage et la baisse des heures travaillées, la réduction de l'âge de la retraite, alors que tous les autres pays augmentaient l'âge de la retraite. En gros, on a fait un choix collectif de baisser cette quotité de travail. Et c'est le marqueur premier, alors que les dépenses n'ont pas baissé. Alors que les dépenses n'ont jamais cessé d'augmenter. Les dépenses publiques, sous l'effet notamment... vous savez, il y a les 2 premières sources de dépenses publiques, c'est la santé et les retraites. Et dans les 2 cas, ils augmentent. Ils augmentent pour des raisons démographiques et pour des raisons technologiques. La santé coûte de plus en plus cher parce qu'elle est de plus en plus efficace, mais elle coûte de plus en plus cher à cause des machines. Et ces 2 facteurs ont fait que, d'un côté, on a réduit la capacité à financer mais on n'a pas réduit les dépenses qui continuent à augmenter, donc on s'est endetté et au final on s'est appauvri. C'est si on veut vraiment voir la vision d'ensemble, je pense que c'est vraiment ça qui explique au départ cet appauvrissement. Il y a une question un peu corollaire qui est comment expliquez-vous que la société ne veut plus travailler ? Un tout petit ajout juste sur le point de Stéphane sur pourquoi on s'est appauvri. Il y a aussi quand même le fait que il y a aussi l'aspect productivité, c'est-à-dire le décrochage quand même de la France, il est aussi depuis les années 2000, le fait qu'on n'a pas réussi à avoir les gains de productivité liés aux nouvelles technologies de l'information. Oui. Il y a un sous-investissement. Voilà. Il y a clairement un sous-investissement de nos entreprises aussi, clairement, dans la recherche et développement et dans l'investissement dans les nouvelles machines. Ça, c'est très clair. Et dans l'adoption des technologies. Quand je dis investissement, ça veut dire adopter, puisqu'on investit dans les machines qui les ont, ces technologies. Enfin, par rapport aux États-Unis, je partage complètement ce point de vue. Par rapport à un pays, encore une fois, comme les Pays-Bas, qui ont des finances publiques en très bon état, on n'est pas à des niveaux d'adoption des technologies de l'information et de la communication inférieurs. Oui, ça dépend. Au niveau de la productivité, on est tout à fait comparable aux Pays-Bas. Donc, je veux dire, évidemment, si on se compare aux États-Unis, là, on est très en dessous en termes d'adoption des technologies de l'information et de la communication. Mais la bonne cible pour un pays comme la France doit plutôt se situer du côté des pays européens. J'aurais juste réagir à la remarque de Jean-Luc tout à l'heure. Il y a quand même des réformes qui ne coûtent pas forcément trop et qui peuvent rapporter beaucoup. La réforme des retraites, je pense que ça ne va pas changer grand-chose à l'équilibre au financement des retraites, parce qu'elle s'est accompagnée de beaucoup de mesures sociales, le minimum contributif, les carrières longues, etc., enfin, des choses comme ça. Mais par contre, pour les finances publiques globalement considérées, à terme, c'est 15 milliards de plus par an en recettes publiques, parce que ça fait plus d'offres de travail, ça fait plus de PIB, ça fait de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, etc. 15 milliards par an, c'est pas négligeable. Les réformes de l'indemnisation chômage, c'est pas des réformes qui coûtent. Alors, on peut être pour ou contre, mais c'est plutôt des réformes qui rapportent
d'une certaine façon. Donc on n'est pas dans une logique toujours onéreuse. Et puis il y a des réformes dont le coût prohibitif, je pense à l'apprentissage par exemple, peut être éventuellement source d'inspiration pour les revoir, pour les reprendre, pour les améliorer. Il faut un petit peu de recul pour ça. Et maintenant le recul, on commence à l'avoir. Et ce sont des réformes qui peuvent être rendues beaucoup plus pertinentes et efficaces qu'elles le sont pour l'instant. Donc la route est longue. Mais je crois que, en tout cas, la solution passe en partie par ça, outre qu'elle doit passer, évidemment, à court moyen terme, par une réduction des dépenses publiques. Alors, donc, je reviens sur une thématique qui revient dans de nombreuses questions. Comment expliquez-vous que la société ne veut plus travailler? Une question sur la paresse, une question sur y a-t-il vraiment une solution? Et finalement, une autre qui va dans le sens de la thématique de notre table ronde. Est-ce qu'on arrivera vraiment en plein emploi un jour? Voilà, cette notion de, finalement, les Français ne veulent pas travailler plus. Qu'on est en train de se poser des questions sur quelque chose qu'ils ne veulent pas. Une question sur, c'est un choix de société, pourquoi vouloir aller à l'encontre? Voilà, comment vous réagissez à ces questions qui vont toutes dans le même sens finalement? Moi, je suis assez sensible à toujours ces sujets de préférence collective. Mais simplement, il faut qu'on en assume toutes les conséquences. On peut faire le choix de vouloir travailler moins. On peut faire le choix d'avoir énormément de mesures pour se protéger des risques, et d'avoir énormément de réglementations, etc. Mais il faut qu'on assume les conséquences que ça a sur la richesse nationale. Et donc, le problème qu'on a, c'est le conflit entre ces préoccupations-là et cette demande exacerbée, continue, de pouvoir d'achat. Donc, on peut avoir toutes les préférences collectives sont légitimes. Simplement, il faut en assumer les tenants et les aboutissants. Voilà. Moi, oui. Je ne veux pas vous doucher avec ça. Non, mais pas du tout. Mais moi, par exemple, je pense que sur la question du travail et du fait de vouloir travailler, je ne suis pas sûr que ce soit une préférence collective. Je pense que c'est la réaction au système des gens. Si vous prenez par exemple les retraites, quand on vous offre une retraite qui est plutôt très élevée, la France a un niveau de retraite moyen, l'un des plus élevés des pays européens et des pays de l'OCDE. C'est logique de ne pas vouloir travailler. On a une super retraite. On a un système de retraite. Donc, vous nous dites, alors, vous baissez les retraites. Ah bah les gens, comme aux États-Unis, les gens vont dire ah bah moi je travaille jusqu'à 75 ans. Hein. Non mais bon, je dis pas que c'est ce vers quoi on doit viser, c'est pas du tout ce que je dis. Mais simplement les gens réagissent aussi à ce qui est offert et au système. C'est la même chose pour l'assurance chômage. C'est très très clair. Quand vous avez 6 mois ou maximum 12 mois d'indemnisation chômage, vous ne réagissez pas de la même manière dès les premiers jours du chômage que lorsque vous avez un horizon de 2 ans. Quand vous savez qu'il faut au moins avoir travaillé 6, 7 ou 8 ans d'affilée pour avoir droit à une assurance chômage de 12 mois, vous ne réagissez pas de la même manière que lorsque vous savez que dès 2 mois de travail, vous aurez 2 mois d'assurance chômage. Donc après les gens vont dire ils ont une préférence pour ne pas travailler, mais ils réagissent là pour le coup aux incitations. Donc je ne crois pas du tout à ces préférences collectives qui seraient intangibles. Je pense qu'elles sont formées par le système très largement, en tous les cas dans ce domaine-là. Il y a d'ailleurs toute une salve de questions aussi sur les aides sociales. Le RSA, faut-il le baisser, voire le supprimer? Il y a toute une série de questions sur... voilà, faut-il revoir nos systèmes d'aide sociale qui n'incitent pas au retour à l'emploi? Oui, si je peux réagir là-dessus. On va dans une direction qui consiste à dire qu'il ne faut pas le supprimer, mais il faut le conditionner. Il faut le conditionner par un comportement d'offre de travail, d'ailleurs, qui s'inspire de ce qui existe dans d'autres pays, connaît bien Alexandra. Du coup, les enquêtes sur le rapport au travail n'indiquent pas, y compris pour les jeunes, c'est souvent évoqué, n'indiquent pas un rejet du travail. Loin de là. Moi, j'ai été assez étonné d'enquêtes qui ont pu être faites par le CEVIPOF, des enquêtes qui ont pu être faites par différents instituts, et qui montrent qu'au contraire, le rapport au travail est plutôt assez positif dans un pays comme la France quand on se compare à d'autres grands pays qui nous entourent. Et quand on voit l'évolution du taux d'emploi depuis 1975, puisque l'INSEE le publie depuis 1975 d'une façon détaillée, c'est assez étonnant. Parce que certes, bien sûr, on se gargarise, le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé depuis 1975, etc. Quand on regarde simplement par genre ce qui se passe, on voit que le taux d'emploi des hommes reste inférieur à son niveau de 1975, et on est au-dessus du taux d'emploi de 1975 uniquement parce que l'offre de travail des femmes a été complètement modifiée sur
les dernières décennies. Et l'augmentation de l'offre de travail des femmes, qui caractérise un rapport à l'emploi et un rapport au travail quand même plutôt positif, l'aspiration à l'égalité, à l'indépendance des femmes, c'est la préférence collective pour moi. Et cette préférence collective, c'est ce qui a été à la source de l'augmentation du taux d'emploi moyen dans un pays comme la France. Donc il faut voir, du côté des préférences collectives, il y a eu quand même, du côté des femmes, une préférence collective clairement affichée pour plus de travail et d'indépendance. Alors il y a quelques questions aussi qui s'interrogent sur l'articulation entre le fait de ne pas être au plein emploi et les pénuries d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des offres disponibles, mais il y a aussi des offres... Alors juste un mot peut-être sur les pénuries d'emploi. En fait, les pénuries d'emploi, elles ont été observées post-Covid dans plein de pays, y compris des pays qui sont grosso modo au plein emploi. Par exemple, les États-Unis, qui ont un taux de chômage très faible, ils ont eu aussi beaucoup de mal après le Covid à recruter des serveurs, etc. Donc, dans ces pénuries d'emploi, je pense qu'il faut toujours distinguer un peu deux types. Normalement, quand il y a une pénurie, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, mais il y a une variable d'ajustement, c'est le salaire. Donc, la première chose, c'est que, par exemple, les restaurateurs ou qui n'arrivent pas à recruter, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent soit améliorer les conditions de travail ou le salaire de façon à pouvoir mieux recruter. Et puis, il y a des cas de figure où c'est pas ça le sujet. Par exemple, dans l'industrie, il y a certaines compétences qui sont demandées et c'est pas une question de salaire. Les employeurs seraient prêts à augmenter. Enfin, le salaire n'est pas le sujet. Le salaire est juste qu'il n'y a pas les compétences. Le sujet est juste qu'il n'y a pas les compétences en face. Et donc il faut distinguer ces deux cas parce que dans un cas, le gouvernement n'a pas besoin d'intervenir, c'est le marché qui va s'autoréguler. Et dans l'autre cas, le gouvernement peut avoir besoin éventuellement d'intervenir à travers des politiques de formation sur les compétences qui sont très en demande. Merci. Alors, une question sur la formation. Il y a pas mal de questions sur la formation, notamment dans les petites entreprises ou les formations qui coûtent cher. Est-ce que finalement c'est rentable d'investir dans la formation ? Pas mal d'interrogations sur la question de la formation. On en a un peu parlé. La réponse a été... J'ai une petite remarque sur la formation. Vas-y, je t'en prie. Non, juste pour rebondir. Enfin, Stéphane a en effet beaucoup développé. Je suis en accord avec la plupart de ce qui a été dit. Je voudrais juste dire que c'est vrai que c'est ce qui a été fait, notamment à travers le plan d'investissement en compétences, etc., a beaucoup cherché à solvabiliser la demande de formation, c'est-à-dire à permettre aux gens que la barrière financière ne soit pas une barrière à la formation. Alors avec le problème que Stéphane mentionnait, qui est que ça n'a pas forcément réussi à toucher sa cible, c'est-à-dire les moins qualifiés, mais on a fait beaucoup côté demande. Et alors le problème, c'est la structuration de l'offre, c'est-à-dire côté offre de formation, faire en sorte que cet argent public qui a été injecté quelque part ne viennent pas alimenter des rentes dans le secteur de l'offre de formation, mais qu'on ait vraiment des offres de formation qui permettent d'avoir des formations de qualité, bien certifiées, qui conduisent ensuite à des emplois dans le secteur concerné, parce que ce qu'on voit, c'est qu'une partie des formations, par exemple notamment quand on investit dans des formations dans des secteurs en demande, compétences numériques, environnementales, ça ne se traduit pas toujours après par des personnes qui sont capables de prendre des emplois dans ces secteurs-là. Et donc ça, c'est un peu le sujet de l'offre plutôt. Alors peut-être pour finir, vous avez exposé les problèmes de freins périphériques sans donner de solution, garde d'enfants plus flexible, moins cher, prime pour acheter ou réparer des voitures. Quelles seraient les solutions à ces freins périphériques ? Une fois qu'on les a listés, comment fait-on ? Alors, là encore, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi beaucoup une question de méthode. C'est pour ça que France Travail a été créé. Comme je vous ai expliqué, quand vous êtes conseiller à l'ex-Pôle emploi et qu'on vous demande de trouver une solution de garde d'enfants, ce n'est pas facile. Parce que vous n'avez pas la main sur le budget, vous n'avez pas la main sur les fichiers pour savoir s'il y a des gardes, des places de garde, etc. Vous commencez à essayer de vous coordonner avec les services qui n'ont pas la même hiérarchie que vous, ni les mêmes bases de données. Et donc, vous ne trouvez pas la solution, vous la trouvez 6 mois plus tard et la personne est déjà passée à autre chose. Et donc, ce frein organisationnel-là, je pense que c'était un frein qu'on peut lever si France Travail réussit. Alors après, j'ai personnellement pas
absolument tout compris dans ce qui était prévu dans France Travail, parce que ça va l'air assez compliqué, donc je ne suis pas totalement sûr que ça va réussir, mais bon, on verra. Tout simplement parce que moi, j'ai visité les bureaux en Norvège. C'est simple, la solution en Norvège, c'était de mettre tout le monde dans le même endroit, au même endroit, dans le même bureau. Donc c'était très simple, voilà. Pour faire travailler les gens ensemble, on les met au même endroit, et ça fonctionnait. Même si les bases de données n'étaient pas connectées, en fait, ils passaient un coup de fil à leurs collègues où ils allaient le voir pour lui demander ce qu'il y avait de disponible et ça marchait tout de suite. Là, ça a l'air très compliqué. Bref, je ne dis rien parce que je ne sais pas comment ça va se traduire, mais ça m'a l'air assez compliqué. Mais l'idée est la bonne. La mise en œuvre, après on verra. L'idée est la bonne, faire travailler les gens ensemble pour que les moyens soient ciblés sur ceux qu'on a besoin tout de suite et lever les freins. Parce que je crois que les dispositifs d'aide, ils existent. Après, il faut pouvoir les mobiliser au bon moment sur la bonne personne. Et ça, il faut le faire très vite. Ça se fait dans la semaine ou dans les 10 jours. Quand quelqu'un a trouvé un job et doit dire oui ou non dans la semaine, il lui faut la solution de mobilité et la solution de garde d'enfant tout de suite. On ne peut pas attendre 3 mois que les places se libèrent, que le dossier soit traité par les services de la CAF ou par les services de la municipalité, ou je ne sais pas. Et donc ça, c'est une solution organisationnelle qui peut régler des freins. Alors, il y a encore plein de questions, ça part un petit peu dans tous les sens et en même temps toutes sont intéressantes. J'en prends une dernière parce qu'elle regroupe plusieurs remarques qui sont arrivées sur l'iPad sur la question générationnelle. Et la dernière sur ce thème résume un peu les précédentes. Y a-t-il une corrélation entre niveau global de forme de la population et taux d'emploi? Doit-on s'inquiéter de la mollesse des nouvelles générations? On a le sentiment qu'il y a une guerre de génération, ou en tout cas un sentiment voilà, je voulais poser telle qu'elle a été envoyée et qui résume plusieurs questions dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une analyse générationnelle à faire du taux d'emploi ? Encore une fois, les enquêtes sur le rapport au travail qui ont pu être faites sur les 3 dernières années ne montrent pas un décrochage des jeunes dans leur rapport au travail, loin de là. Alors, maintenant, il s'est passé sur les dernières années ce qui se passe dans toute situation où l'emploi croît beaucoup, c'est-à-dire que les jeunes ont plus de mobilité que quand l'emploi croît moins. Ils peuvent mettre des emplois en balance les uns par rapport aux autres, quitter un emploi pour un autre qui sera mieux payé, plus proche de chez eux ou plus intéressant et de meilleure qualité. Oui, évidemment, ils peuvent avoir plus de choix. Mais mollesse au travail, en tout cas, c'est pas ce qui est indiqué par toutes les enquêtes de rapport au travail dont on dispose sur les dernières années. Juste un petit point juste là-dessus. Il y a je pense que ce qui est vrai, c'est que les jeunes générations ont peut-être une vision différente de l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Et ça, c'est pas forcément de la mollesse, c'est-à-dire que ça, c'est pas non plus sans lien avec le phénomène très marquant des dernières décennies que décrivait Gilbert, qui est l'essor du travail féminin. Donc le fait que quand même on s'achemine aussi vers un partage des tâches un peu plus équitable entre les hommes et les femmes dans la sphère domestique. Bon, pour les plus jeunes, c'est pas forcément ces sujets-là qui sont en jeu, mais c'est quand même l'idée plus généralement qu'on va aussi valoriser le temps qui est passé hors du travail. Et ça rebondit un petit peu avec des questions précédentes qu'il y a eu sur le sujet aussi. Je pense que quand on dit... il faut quand même toujours réfléchir. Il y a le temps passé à travailler et le temps passé pas à travailler, il peut être de différents types. Et donc il y a aussi tout un tas d'activités non marchandes qui ont de la valeur, on le sait bien, qui ne se traduisent pas dans le PIB. Avant, c'était essentiellement, en effet, le travail invisible des femmes. Maintenant, c'est plus réparti, mais il y a le travail des aidants, il y a tout ce travail non rémunéré qui compte aussi. Et donc, je pense que une partie des aspirations des nouvelles générations sont à mettre en lien avec ces phénomènes-là. Et c'est moi qui vais répondre pour finir, parce que je pense que ça vous fait réagir les jeunes et vous nous envoyez des petites phrases sur les conditions de travail sont quand même bien pires aujourd'hui. La réponse est non. Non, ça non, effectivement. Moi, pour cette question générationnelle, je ne me rappelle pas des statistiques sérieuses qui montrent un glissement, etc. Et en tant qu'employeur, je ne l'observe pas non plus. Mais si on parle de question générationnelle aussi, on ne peut pas faire l'économie de dire un mot de la formation initiale. Le plein emploi, ça oblige aussi, du point de vue de l'efficacité de la formation initiale. C'est vrai. Alors, je pense que l'éducation nationale en est consciente, mais franchement, il y a encore des progrès à faire, on va le dire comme ça.
Merci beaucoup. Alors on arrive au terme de cette discussion. De ce que je reçois, j'ai l'impression qu'il y en a, on a des jeunes étudiants ou des jeunes lycéens, je ne sais pas, qui ont un travail à faire sur cette séquence et qui demandent des slides ou des infos. Vous allez voir Gilbert à la fin du jeu. Voilà, il vous enverra ces slides. Je ne sais pas qui exactement dans la salle a besoin de tout ça, mais on voulait... Voilà, on vous les transmettra de bon cœur. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion et merci à nos intervenants. Merci Marie.